Et voilà, a priori, nous sommes en ligne. On va se donner quelques secondes pour que les derniers retardataires nous rejoignent. Je vois qu'on est déjà très nombreux, avec des profils assez variés, de la grande distribution, de la distribution spécialisée, de marques, des directions marketing, e-commerce. On peut dire que c'est un sujet qui fédère. Et pourtant, c'était pas gagné au départ. On a pendant très longtemps opposé le digital et le retail traditionnel. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer sur cette table ronde. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Frédéric Clément, je suis en charge du marketing chez Lengo et je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde dédiée au Drive to Store, un sujet on ne combien d'actualité et qui est un sujet d'expert avec réussite, notamment en France, avec des enseignes comme Carrefour, Decathlon, et puis des acteurs plus petits qui ont eu de très belles réussites dernièrement sur ces sujets de Drive to Store. Derrière ces histoires, il y a bien entendu des spécialistes et des entreprises très à la pointe de ces sujets. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Laurent de Bonial, Patrice de Partout et Mathieu de chez Rakuten pour animer cette table ronde dédiée au Drive to Store. Peut-être un tour de présentation. Laurent, je te laisse te présenter et puis nous dire en quelques mots ce que vous faites chez Bonial dans cette optique de Drive to Store. Ouais, avec plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Donc, je suis Laurent Landel, moi je suis le dirigeant de Bonial en France. Et donc Bonial, c'est le pionnier et le leader d'ailleurs du Drive to Store en Europe. Bonial reconnecte les consommateurs avec les magasins et ce depuis plus de 10 ans. Et on permet aux enseignes de communiquer leurs offres dans l'univers du digital. Donc la plateforme Bonial, elle combine à la fois un réseau d'audience propriétaire qualifié, des données de ciblage propriétaires également et une technologie pour personnaliser et diffuser les offres de chaque magasin sur le digital. Et donc en Europe, c'est 400 enseignes aujourd'hui qui font confiance à Bonial et aux 350 collaborateurs pour finalement renforcer l'attractivité des points de vente grâce aux offres commerciales et grâce au digital. Voilà. Merci Laurent. Mathieu, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu Denis, je suis directeur commercial de Rakuten France. Alors, pour nous présenter rapidement, Rakuten France, on est la première marketplace Drive to Store en France. Donc, nous avons plusieurs milliers, de dizaines, de centaines de milliers de vendeurs, que ce soit des vendeurs particuliers, mais aussi bien évidemment des vendeurs professionnels. Aujourd'hui, c'est pratiquement 8000 vendeurs professionnels qui sont sur la plateforme. Et la première plateforme Drive to Store, pourquoi ? Parce que nous proposons à nos différents partenaires, enseignes, TPE, PME, d'adresser directement leurs utilisateurs et leur proposer une fonction de click and collect pour pouvoir driver du trafic dans leur magasin. Aujourd'hui, c'est 5000 points de vente qui sont disponibles sur la plateforme. Et nous travaillons tous les jours à aider nos partenaires à optimiser leur chiffre d'affaires. Voilà. C'est très clair. Et Patrice, que faites-vous chez Partout ? Ça marche. Déjà, bonjour tout le monde et merci Frédéric pour cette invitation. Alors, chez Partout, on a un slogan qui est quand même assez choc, qui est de vous proposer d'aller vous faire voir sur Internet. En gros, notre job, c'est d'améliorer votre visibilité en ligne pour accroître votre trafic en magasin. Concrètement, on a une solution qui repose sur 2 axes. Le premier, c'est la présence en ligne, c'est-à-dire de diffuser automatiquement toutes les informations de vos magasins, horaires, photos, adresses sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook ou Waze. Et le deuxième axe, c'est l'e-réputation. C'est le fait de centraliser tous les avis clients déposés sur Google et Facebook pour que vous puissiez répondre plus facilement et les analyser pour comprendre les motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Et de notre côté, chez Partout, maintenant, on est plus de 160 personnes dans 5 pays et on accompagne plus de 300 clients comme Carrefour, Starbucks, Leroy Merlin, Toyota ou même LCL. C'est très bien. Quelques mots sur donc chez Lengo. Donc chez Lengo, nous, on est le liant justement entre les enseignes physiques et toutes ces belles technologies. On vient du monde du online où on utilisait le catalogue produit online pour le diffuser sur une grande variété de canaux marketing. Et depuis quelques années, on accompagne nos clients grandes enseignes qui sont généralement des grands acteurs de la grande distribution ou de la distribution spécialisée sur tous ces environnements web to store en prenant leur catalogue produit, en leur permettant de l'optimiser et de le diffuser au mieux sur
sur ces différents intervenants. Donc encore une fois, ravi d'être ici. Juste avant qu'on commence la table ronde, pour les personnes qui assistent à ce webinaire, vous avez un chat sur la droite, donc n'hésitez pas à poser des questions. On prendra un petit quart d'heure en fin de session pour y répondre au mieux. On vient de parler de catalogue produit, donc peut-être pour lancer la table ronde, une question à toi, Laurent. Historiquement, on parle beaucoup de données produits. Comment chez Bonial et comment chez les enseignes qui travaillent avec Bonial, on active aujourd'hui, on utilise cette donnée produit dans le digital? Ouais, c'est un bon point. Le retail physique, hein, la distribution physique, les magasins ont beaucoup d'atouts, et parmi ces atouts, il y en a un qui est incontournable, c'est le plan d'action commerciale, ce qu'on appelle le PAC. Chez une grande enseigne d'hypermarché ou de supermarché, un Leclerc ou un Carrefour, on va se parler de 1000 offres commerciales toutes les semaines, 52 semaines par an, hein, des offres ultra généreuses que souvent d'ailleurs les pure players n'arrivent pas à copier, parce qu'en plus ces offres, elles sont sur des périodes très courtes. Et ces offres, elles sont historiquement très présentes dans l'univers offline. On les retrouve beaucoup dans nos boîtes aux lettres au travers des prospectus papier, on les voit dans la rue au travers de l'affichage, on en entend parler à la radio. Mais il faut reconnaître que pendant longtemps, elles ont été probablement un peu trop absentes du web et des mobiles, dont on sait pourtant que c'est devenu le premier média et que c'est souvent le premier canal de préparation d'achat en magasin. Aujourd'hui, plus d'un achat sur deux réalisé dans un magasin est préalablement préparé depuis le web ou les mobiles. Donc voilà, j'allais dire l'enjeu, le premier challenge pour un distributeur, c'est grâce au digital de permettre à ces offres-là de sortir de leur prison de papier d'une certaine manière pour qu'elles puissent exister dans l'univers offline et puis qu'elles puissent ensuite avoir une chance d'aller séduire des consommateurs. Et évidemment, on le sait tous, quand c'est digital, c'est beaucoup plus agile et donc un distributeur a beaucoup plus de flexibilité que ce qu'il arrive à faire avec son catalogue papier, qui reste extrêmement puissant, qui reste évidemment extrêmement efficace, qui reste le nerf de la guerre pour créer du trafic en magasin, mais qui doit être complété par des sources digitales qui ont on va dire des bénéfices additionnels. On peut conduire des campagnes thématiques, hein, typiquement, j'en sais rien, il fait très chaud dans une région ou au contraire très froid, on va pouvoir adapter le prospectus ou le catalogue en temps réel en mettant en avant les produits dont on pense qu'ils ont plus de chances de plaire aux consommateurs. Je vais vous donner un exemple qui, moi, me parle beaucoup, c'est Norauto. Norauto fait une partie importante de son chiffre d'affaires avec les pneus hiver. Et donc, historiquement, Norauto décidait, en fonction des statistiques de température, de lancer l'impression et la distribution de ses prospectus papier pour qu'ils arrivent dans les boîtes aux lettres à une date X ou Y. Mais on sait tous très bien que s'il faisait ce jour-là pas suffisamment froid, les chances que les pneus neige soient vendus, elles étaient évidemment très faibles. Donc là, c'est très simple, mais aujourd'hui, le digital, ça permet d'appuyer sur le bouton pour diffuser ces offres uniquement dans les zones où on a atteint un seuil de température qui laisse penser qu'on a des chances d'intéresser les gens avec cette offre. Voilà. Et on peut aussi conduire des campagnes fil rouge, c'est-à-dire qu'on peut sortir de la logique catalogue et adresser des audiences de façon 100% automatisée. C'est-à-dire que si on détecte qu'il y a des gens qui sont appétents au bio, par exemple, et bien on va pouvoir aller piocher dans chacun des catalogues tout au long de l'année les offres bio qui s'y trouvent pour les exposer auprès des consommateurs. Voilà, donc c'est, on va dire, un complément intéressant à la stratégie de distribution papier qui reste omniprésente chez les distributeurs, mais que le digital permet de compléter et de rendre plus agile, plus flexible et finalement plus efficace. Donc une plus grande réactivité, une plus grande granularité dans les actions menées pour toucher une audience justement très large ou justement une audience très ciblée. Une question pour toi, Patrice, justement, quand on parle d'audience, on pense assez rapidement à Google avec justement cette dualité d'audience très large et la possibilité de cibler des utilisateurs de façon assez précise. Comment chez Partout et chez vos clients, on arrive à exploiter cette audience, cette nouvelle source d'audience pour ces acteurs? Ouais, mais en gros, le constat, il est assez simple, c'est que en fait, le comportement des internautes a complètement changé. Il y a quelques années, qu'on ait besoin de connaître les infos sur un magasin, ses horaires ou son adresse, on allait directement sur le site. Et désormais, vous et moi, on a tous le même réflexe, hein, on va sur Google. On va sur Google. Alors, il n'y a pas que Google, on va aussi sur Waze, on peut aller sur Apple Plan, sur des annuaires, sur des réseaux sociaux. Mais Google, c'est comme ce qui centralise l'information. Et nous, ce qu'on remarque dans des études, c'est que le fait de référencer ces points de vente sur un maximum de sites, ça arrive à générer parfois jusqu'à 7 fois plus de contacts que le propre site web de l'enseigne. Donc c'est énorme. Donc il y a vraiment ce véritable enjeu d'être présent sur un maximum de sites. Google
particulièrement, c'est ce qu'on utilise tous. Et il y a des stats qui sont assez fortes. On voit par exemple que 70% des gens font leur choix dans le top 3 des résultats qui sont proposés. Donc, ce fameux local pack, cette fenêtre où on voit le petit Google Maps, pardon. Donc, il y a cet univers concurrentiel qui nous oblige à arriver dans ce top 3 de résultats. Et pour vous donner un exemple, c'est exactement ce type de sujet qu'Intersport a pris en main récemment en créant des fiches Google My Business pour l'ensemble de ces 500 points de vente, avec de la donnée qui était clean, mise à jour correcte sur l'ensemble de ces sites, dont Google, et ça a complètement boosté leur visibilité. Les chiffres qu'ils nous ont donnés sont assez dingues. C'est qu'en gros, leurs fiches magasins sont arrivés dans ce top 3 2 fois plus qu'auparavant, donc c'est incroyable. Et qui dit plus de visibilité dit aussi plus de clics, donc encore plus de gens qui viennent sur le site web, demandent d'itinéraire ou des coups de fil. Donc c'était vraiment un super résultat pour eux. Ouais, donc plus de ventes et plus de points de contact avec sa clientèle existante, j'imagine, mais aussi bien entendu avec une nouvelle clientèle. C'est vrai que chez Lingo, on a souvent ce besoin qui est de comment je vais aller chercher de nouveaux acheteurs, comment je vais aller chercher de nouveaux clients. Il y a bien entendu des audiences qui sont quasiment captives, qui sont les clients historiques des enseignes, mais c'est vrai que le Drive to Store et toutes les logiques d'acquisition online permettent de toucher de nouvelles audiences. On parle souvent des marketplaces et je suis ravi que Mathieu représente brillamment Rakuten aujourd'hui. En quoi une marketplace s'inscrit au final dans cette logique de rechercher une nouvelle audience et de drive to store? Parce qu'on associe souvent les marketplaces au purement online, mais la composante offline est tout aussi intéressante chez Rakuten. Alors en fait, chez Rakuten, nous, vu que nous sommes une pure marketplace, exclusivement marketplace, on est un shopping mall qui est ouvert 24 heures sur 24. Peu importe la taille de la galerie marchande, on a le droit d'être ouvert. Donc en fait, on met à disposition des visiteurs à tous nos vendeurs partenaires, à toutes nos enseignes. Aujourd'hui, c'est près de 17 millions de visiteurs uniques tous les mois qui viennent sur la plateforme pour chercher des produits vendus par nos différents partenaires. On parlait de nouvelles audiences et d'audiences un peu complémentaires. Nous, c'est ce qu'on remarque souvent dans les chiffres quand on compare un peu les données avec nos partenaires. Le dernier en date, c'était avec Decathlon. On s'est rendu compte que l'audience que l'on avait à leur proposer, elle était je pense on avait un overlap de 30% de personnes en commun et 70% de nouveaux utilisateurs à leur proposer, clients digitaux, fidèles. En plus, avec le club Rakuten, on en parlera tout à l'heure, mais des personnes, c'est 9 millions aujourd'hui de personnes qui sont très fidèles à Rakuten et qui viennent tous les 2-3 jours chez nous pour regarder les nouvelles offres. Et donc, cette audience était très intéressante pour ces enseignes-là, en effet. Et Laurent, justement, sur cette notion d'audience, une fois qu'on a digitalisé son catalogue, justement, où peut-on communiquer auprès de ses clients potentiels aujourd'hui, quand on a un flux d'offres magasin, en fait? Ouais, c'est une très bonne question. J'allais dire, en fait, partout, pardon pour le jeu de mots, Patrick, partout, mais peut-être en attaquant le problème par cercle concentrique. D'abord, toutes les audiences sont pertinentes pour un distributeur. Si on prend notamment un distributeur alimentaire, tout le monde se nourrit à peu près tous les jours, fait ses courses toutes les semaines. Surtout en ce moment, d'ailleurs, on ne peut pas aller au resto. Donc, voilà, j'allais dire la pertinence pour un distributeur de montrer son offre. En fait, un distributeur, il n'a pas tellement mieux à montrer que la sélection de produits qu'il a fait pour les consommateurs. Donc, c'est ça qu'il a besoin de montrer. C'était vrai dans l'univers offline, ça le l'est toujours. Et c'est encore plus vrai, je pense, dans l'univers online. Mais il faut le faire par cercle concentrique, en investissant d'abord sur les audiences qui sont, à mon avis, les plus rentables et les plus à même de transformer. Donc, on va se parler d'abord des clients de l'enseigne. Une fois qu'on a digitalisé le plan d'action commerciale, donc toutes les offres de tous les magasins, il est possible de communiquer ces offres sur les supports de communication digitaux de l'enseigne, évidemment son site web, évidemment son application. En général, la page d'un distributeur qui propose le prospectus, le catalogue, c'est souvent celle qui a le plus de trafic, puisque on le sait tous, les clients, ils aiment les promotions. Je crois que c'est Édouard Leclerc qui avait cette phrase un peu cynique, mais très vraie, qui disait les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. C'est très vrai, et la crise économique qu'on traverse, elle ne fait que renforcer cet intérêt des consommateurs pour les promos. Donc,
faire en sorte que sur son propre site internet, d'abord, ces offres, elles puissent s'afficher facilement, de façon, on va dire, moderne, avec des prix, avec du stock, avec la disponibilité, tout ce que le digital peut permettre d'apporter, qu'évidemment le papier ne peut pas permettre de faire. Et puis avec une dimension essentielle, qui est celle de la personnalisation. Les gens qui vont sur le site de Carrefour, les gens qui vont sur le site de Decathlon, c'est souvent d'abord des clients très fidèles de l'enseigne, qui connaissent très bien l'enseigne et qui du coup s'attendent à une dose de personnalisation, à ce qu'on les reconnaisse. Et la technologie de Bonial, mais pas que, je trouve qu'elle a ça comme ambition. Elle doit permettre de personnaliser les 500 ou les 1000 produits du catalogue d'une grande enseigne de la semaine pour faire en sorte de me proposer à moi les produits qui ont plus de chances de me plaire et qui seront très différents pour Mathieu ou pour Patrice. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a un réservoir d'audience qui est formidable. C'est les marketplaces, t'en parlais très bien Mathieu, et on parle là d'audience pool, des gens qui viennent, j'allais dire tout seuls comme des grands, préparer leurs achats sur Rakuten ou sur Bonial. Voilà, on a une qualification d'audience qui est formidable puisque les gens ont choisi le moment, c'est le bon moment pour eux pour préparer leurs achats. Et donc, il faut s'assurer quand on est un distributeur que son contenu soit disponible au bon endroit et au bon moment. C'est un peu effectivement, les centres commerciaux sur le digital, c'est Marketplace. Et on le sait tous, le pool, ça marche formidablement bien. Donc là, nous, Bonial, on est évidemment la première audience selon Médiamétrie pour les catalogues digitaux. Donc, c'est des millions de consommateurs qui viennent tous les mois pour préparer leurs achats. Et évidemment, quand ils viennent tout seuls, les chances que ça convertisse bien, elles sont beaucoup plus importantes que quand on doit aller les chercher. Et donc, on a de très bons résultats. Je vous partage quelques chiffres d'une campagne conduite avec Carrefour notamment, où le chiffre d'affaires réalisé par Bonial représentait 8% du chiffre d'affaires du catalogue et donc des articles en promo. Donc, on voit bien la pénétration très forte du digital. Et on voit bien qu'avec le pool, en plus, les coûts au contact étant mieux disant, c'est souvent des opérations qui sont très rentables. Carrefour avait mesuré que 1 euro investi sur Bonial rapportait 4,50 € de chiffre d'affaires additionnel en magasin, donc de chiffre d'affaires qui n'aurait pas eu lieu si la campagne n'avait pas été conduite. Voilà. Et puis, après, quand on a raisonné, quand on a propulsé ses offres sur son propre site, sur les carrefours d'audience spécialisés, il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas se priver d'intéresser des gens qui ne sont pas en phase de recherche, mais qu'on pourrait pour autant inspirer. Et là, c'est ce qu'on fait, notamment en extension d'audience. On a la capacité d'aller détecter au sein des catalogues quels sont les produits qui intéressent les consommateurs, et puis ensuite, via les API qu'on a développés avec Google, avec Facebook, d'aller propulser ces produits dont on sait qu'ils sont attractifs aujourd'hui, parce qu'il fait très beau dans le nord et très mauvais dans le sud, pour une fois, tiens. Et donc, on va choisir les produits du catalogue, on va les propulser sur Google ou sur Facebook, ou uniquement autour des consommateurs, des magasins dans lesquels ces produits sont valables. Voilà, donc on a comme ça des logiques successives pour être sûr, quand on est un distributeur, de pouvoir adresser ses offres commerciales en fait au bon endroit, au bon moment et auprès de la bonne cible de clients. Et justement, on parlait de Facebook et Google. Nous, chez Lengo, c'est Google, c'est un sujet qui est central pour les enseignes. Bien entendu, on va être capable d'aller prendre l'information produit magasin, où qu'elle soit, souvent dans des ERP, dans des systèmes assez disparates, et l'envoyer chez Google. Une fois que la donnée est chez Google, on voit que chez Google, il y a une grande variété d'environnements sur lesquels on peut présenter cette donnée produit. Ça s'est énormément accéléré, notamment avec le Covid. Toi, Patrice, chez Partout, qu'est-ce que vous voyez comme tendance de fond vraiment sur la publication de données chez Google? Où est-ce qu'elle est activée? On entend parler de Local Inventory Ads, de Google My Business. Comment tu vois ça chez ces enseignes aujourd'hui? En gros, la grosse information, la grosse news qui est sortie il y a quelques petits mois et qui est franchement incroyable, c'est que désormais il est possible gratuitement de diffuser les stocks produits des magasins sur les fiches Google. Voilà, c'est pas possible avant. J'imagine que là, dans le public qui nous écoute, il y en a beaucoup qui ont déjà leurs produits sur Google Shopping. Et si vous avez installé ces fameuses Local Inventory Ads, il n'y a plus qu'un seul petit bouton à cliquer qui s'appelle Local Surfaces et qui permet de diffuser gratuitement le stock produit magasin sur l'ensemble de vos fiches Google. Et ça, franchement, je trouve que c'est une petite révolution. Il y a Castorama qui a mis ça en place très récemment. Et franchement, ça vient encore plus, on va dire, renforcer le concept de no-click search, c'est-à-dire que dès qu'on fait sa recherche sur Google, on voit cette fiche à droite où on a l'information sur le magasin qui va de ses horaires jusqu'à son stock produit et qui d'ailleurs va venir déclencher des actes d'achat.
Donc on parle d'information produit, mais j'imagine que dans toute l'expérience globale, les avis qui sont présents sur ces fiches jouent un rôle important également. Ouais, les avis, effectivement, ça c'est un gros sujet. Donc je vais prendre un peu de temps pour déployer un peu quelques informations là-dessus. Mais ouais, en fait, ce qui est dingue, c'est que désormais, bon, ça fait quelques années, mais tout est mis sur la place publique. Plus aucune marque peut se cacher. On voit sa note, on voit ses avis. Donc c'est très difficile de voir comme ça son image, on va dire, présentée à tout le monde. Et en gros, il y a 4 choses essentielles à savoir sur l'e-réputation. La première, c'est que ce boom des avis sur Google, il est arrivé vraiment en 2007. 2007, pourquoi? Parce que sur ces dernières années, Google n'a pas arrêté d'inciter les clients, les consommateurs à laisser des avis après un passage en magasin. Donc on reçoit des notifications en push pour laisser des avis. Derrière, il y a aussi un programme de local guide qui a été créé il y a un petit moment maintenant et qui a pris son véritable envol. Le programme de local guide, c'est un peu comme un jeu où plus on est actif, plus on va laisser, je sais pas, mettre des photos, laisser des avis, renseigner des horaires, et plus on va gagner des points, et plus on gagne des points, et plus on monte en niveau, et plus son poids a de l'importance dans les réputations d'une marque. Et enfin, tout simplement, les jeunes générations qui prennent ce réflexe beaucoup plus d'aller partager son expérience. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que désormais, cette e-réputation, elle est aussi ultra importante dans l'algorithme de Google. Plus vos magasins ont une bonne note, plus vous avez d'avis, plus vous répondez, et plus ça vous fait apparaître haut dans les résultats de recherche. En 3, en 3, en fait, c'est finalement le réflexe qu'on a tous. On va tous lire les avis, quel que soit l'endroit où on se rend, on va lire les avis, on va regarder la note. Notre œil, malheureusement, va toujours aller voir l'avis négatif, voir un peu ce qui a été répondu. Bref, on a tous cette tendance, c'est comme ça. Donc là, je ne peux que vous encourager à répondre aux avis. Ça vous permet de réinstaller une bonne relation client. Ça vous permet que lorsque vous répondez à un avis, finalement, vous répondez à 100, 1000 personnes qui vont vous lire au fur et à mesure de l'année. Et là, par exemple, nous, on a l'exemple de Fils Dépôt qui a carrément des personnes en interne dont le rôle est de répondre à 100% des avis. Et enfin, le dernier point, c'est que cette base d'avis, ces informations, c'est un peu votre analyse client que vous avez à votre disposition et qui est gratuite. Il y a l'exemple de, par exemple, c'est Maxizoo, les animaleries. Ils font des analyses par thématique et notamment dès que le mot, par exemple, employé ou vendeur est cité dans un avis, ils savent que cet avis est en moyenne, la note est en moyenne de 4,5 sur 5. Donc ils savent qu'à chaque fois qu'on parle des vendeurs ou du personnel, la note est excellente. Et ça vient les renforcer sur toutes les formations qu'ils font, la Maxizoo Academy qu'ils ont mise en place pour justement former leurs vendeurs, prendre que des gens passionnés. Donc, c'est ça que vous pouvez suivre, mais aussi sur la livraison, le service après-vente, la qualité produit. Bref, donc vraiment, l'e-réputation est un enjeu énorme aujourd'hui pour le retail. Et elle remet le magasin au centre de tout ça. Enfin, le magasin et l'humain qui est derrière le magasin au centre de tout ça, en amont du processus d'achat et puis en aval une fois que l'achat a été fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de vendeurs, mais il y a tout un aspect de logistique. On voit notamment que avoir un réseau de magasins peut être un élément très différenciant et un avantage concurrentiel. On voit par exemple aux US Target qui arrive à baisser le coût de les envois produits quand ils sont envoyés depuis le magasin jusqu'à moins 90%. Donc on a vraiment un enjeu aussi de logistique avec le magasin maintenant, notamment avec le click and collect. J'imagine que chez Rakuten, c'est quelque chose que les enseignes avec lesquelles vous travaillez apprécient et scrutent de façon assez poussée. Mathieu, tu nous en dire plus sur ton expérience sur ce sujet? En fait, c'est sûr que le click and collect, on se pose plus la question de est-ce qu'il faut le faire ou pas. On se pose plus la question de comment on va le faire et comment on va améliorer l'expérience en magasin. Nous, on se rend compte sur Rakuten, bon, déjà avec l'année 2020 un peu particulière que l'on a vécue, on s'est rendu compte qu'on a eu quand même plus de 60% d'augmentation d'activation de la fonctionnalité sur la plateforme. Donc c'était vraiment un besoin des enseignes déjà d'adresser directement et de pouvoir servir au mieux leurs utilisateurs. Après, quand on regarde pour les utilisateurs, ils ont compris que recevoir un colis en 2 jours chez eux, c'est bien. L'avoir disponibilité sous 1 heure, c'est encore mieux, bien évidemment. Surtout qu'ils vont pouvoir contacter et toucher le vendeur. On disait les avis, le retour directement du spécialiste dans le magasin.
pour souvent compléter un achat. Nous, on se rend compte que par rapport aux chiffres que l'on a de nos partenaires, c'est près de 2 achats sur 3 qui est complété par un produit en magasin après avoir effectué un retrait de click and collect. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour les partenaires et ça répond vraiment à un besoin utilisateur au départ. Chez Partout, je crois qu'on avait parlé, quand on échangeait sur des acteurs comme Leroy Merlin, qui justement, alors en dehors de, bien sûr, j'imagine que dans le confinement, ça a été exacerbé, mais sur des produits volumineux comme ce que peut vendre une enseigne de telle sorte, j'imagine le click and collect, c'est clé maintenant. Ouais, c'est ça, c'est complètement clé. Et en fait, là, il y a une chose essentielle, c'est que lors du premier confinement, il y a Google My Business qui a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permettait de rendre disponible sur la fiche si du click and collect était disponible. Et ça, enfin, même nous, en tant que consommateurs, on l'a tous vu et on était vachement contents de savoir que, alors oui, effectivement, le magasin est fermé, mais on peut se rendre sur place pour justement récupérer la marchandise qui est en extérieur ou tout simplement faire de l'achat en ligne pour la livraison. Et ça, c'est énorme. Donc, Leroy Merlin était ultra réactif. Ils ont mis à jour toutes leurs informations. Vous pouvez savoir en amont ce qui était possible de faire. Est-ce qu'on pouvait aller en magasin ou faire du retrait extérieur ou de la livraison? Et quand ils ont calculé leur stats sur l'année 2020, bah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils avaient eu 78% de clics supplémentaires sur leur fiche. Donc c'est énorme. Ils ont quasiment doublé le nombre d'actions, que ce soit de clics vers le site web, d'appels téléphoniques ou de demandes d'itinéraire. Donc en plein confinement, c'était énorme pour eux d'avoir ce type de chiffres. Donc un impact fort sur l'acquisition également, quoi. C'est ça. Chez Lengo, donc on gère les campagnes qui sont souvent des campagnes online et des campagnes offline. Un sujet récurrent qui l'est de moins en moins parce que on voit que les mœurs ont changé, mais c'est celui de la mesure, notamment sur des budgets publicitaires qui peuvent être assez conséquents en digital et qui ont un impact sur le local. Mais on a souvent la question de voilà comment je peux vraiment évaluer et vraiment mesurer la contribution des investissements digitaux sur le local. Laurent, chez Bonial, j'imagine que c'est des questions auxquelles tu es confronté très souvent. Comment tu y réponds aujourd'hui et quelles sont les solutions que vous pouvez apporter sur le sujet? Ouais, c'est une super bonne question et qui est tout à fait légitime. D'abord, non mais on peut se convaincre, j'allais dire, de l'efficacité du drive to store sur le business des magasins avec un exemple empirique très simple. C'est une stat qui m'avait marqué. Quand vous regardez le trafic en magasin dans les malls, dans les grands centres commerciaux aux US sur les 5 dernières années, il a chuté de à peu près 25%. Et quand vous regardez le chiffre d'affaires dans ces mêmes malls sur la même période, eh ben, le chiffre d'affaires, il est resté flat. Moi, ça m'a pris quelques heures parce que je suis pas très finot en maths, mais pour comprendre. En fait, j'allais dire le coupable ou le responsable, c'est le mobile. Hein, c'est-à-dire que avant, on allait dans les malls pour flâner, pour repérer des articles, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, pour prendre un conseil, etc. Toute cette partie de préparation d'achat, elle a été déportée en amont sur les tablettes, sur les smartphones, sur le web, et ce qui fait qu'en fait, quand les gens arrivent dans les magasins, ils sont préparés et donc le taux de conversion de ces magasins augmente considérablement. Et voilà, donc ça, c'est, j'allais dire, pour la vision un peu macro de la situation, mais évidemment que les distributeurs qui ont des bas de page qui sont quand même contraints, c'est pas un métier avec des marges monstrueuses, c'est vraiment un métier de centimier. Et évidemment, ils ont comme objectif de mesurer la contribution de chacun de leurs investissements marketing. Et le digital, de ce point de vue-là, apporte plein de bonnes nouvelles. On apporte d'ailleurs depuis quasiment 10 ans, on a des protocoles de mesure qui, année après année, s'affinent, deviennent de plus en plus pertinents, de plus en plus granulaires. Il y a d'abord des indicateurs d'engagement super simples. Quel est le taux de clic sur mon catalogue Leroy Merlin sur Bonial, donc quelle est la proportion de l'audience que j'ai réussi à intéresser, et puis pour ceux que j'ai réussi à intéresser, combien de temps ils ont passé dessus. Quelqu'un qui passe 3 minutes 30 sur un catalogue, vous avez quand même des chances assez sérieuses de vous dire que vous pouvez le retrouver en magasin, puisqu'il y a un intérêt très marqué. Donc ça, j'allais dire, c'est les premiers indicateurs de première génération, quand on a démarré, il y a 10 ans. Et c'était déjà convaincant, parce qu'il y avait des distributeurs qui se disaient, c'est vrai qu'avec le papier, j'espère qu'ils soient lus, mais en fait, j'en sais rien du tout. Là, au moins, je sais qu'ils sont lus. Ensuite, deuxième génération d'indicateurs, les indicateurs de trafic en magasin, donc de store visit ou d'uplift trafic, où là, avec les smartphones, évidemment, on arrive à localiser ces smartphones, que ce soit par un protocole in-store avec des beacons ou via le GPS qui est dans le smartphone. Et donc, on arrive là aussi à rapprocher des contacts, des engagements
entre le contenu d'un distributeur et un individu, et puis de vérifier si cet individu s'est effectivement rendu dans le magasin ou pas. Voilà, et puis ensuite, j'allais dire des indicateurs de troisième génération, des indicateurs de chiffre d'affaires. C'est ce qui est possible de faire, notamment au travers du CRM onboarding. Donc là, on arrive avec des sociétés comme Relevancy ou comme LiveRamp, pour ne citer qu'elles, à trouver un champ commun entre un identifiant mobile et un numéro de carte de fidélité. Et là, on va évidemment savoir si la personne s'est rendue en magasin, mais on va en savoir beaucoup plus. On va savoir ce qu'il a acheté, est-ce qu'il a dépensé plutôt plus que la moyenne des clients du magasin. Et en général, on a des très bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'on sait tous très bien que les gens qui préparent leurs achats ont une propension à dépenser beaucoup plus importante que les gens dont les achats ne sont pas préparés. Voilà, donc tout ça, ce sont des indicateurs qui doivent permettre aux distributeurs de se rassurer sur le fait que le digital, on le pressent tous, hein, on a tous cette intuition, et je pense qu'il faut maintenant être capable d'apporter des preuves tangibles que c'est souvent plus efficace que les médias, on va dire, de générations précédentes, mais qui sont souvent moins ciblés et dont le coût au contact peut être plus important. Ouais, je retiens. Et le point de la carte de fidélité est super intéressant. Mathieu, tu parlais tout à l'heure du club Rakuten qui est, alors, je ne sais pas si vous le décrivez comme une carte de fidélité, mais comment ça s'inscrit dans tout ça, dans cette mesure et dans cet apport que Rakuten peut faire au magasin? Alors c'est sûr que c'est pas une carte physique comme on a pu la connaître avec les grandes enseignes, mais c'est le premier programme de fidélité gratuit en ligne digitale. C'est aujourd'hui, donc je te le disais, un petit peu plus de 9 millions d'utilisateurs qui ont dit oui à vouloir faire partie du club Rakuten. Donc c'est gratuit, c'est une inscription qui est gratuite et qui permet de gagner des Rakuten points. Donc c'est notre monnaie, la monnaie Rakuten, qui peut être réutilisée dans l'écosystème Rakuten à chaque achat que l'on fait sur la plateforme, ou sur Rakuten TV, ou sur Rakuten Kobo, quand on achète des livres, etc., ou des médias. On va pouvoir gagner donc ce cashback sur la plateforme, et on se rend compte quand on parle de fidélité que ces utilisateurs sont très spécifiques, et nous, les différents partenaires avec qui on travaille ont décidé de les chérir et de choyer au maximum, parce que ce sont les utilisateurs qui, en moyenne, sur la plateforme, commandent 56 fois par an. Ouais. Donc c'est plus d'un achat par semaine, et qui en plus ont un panier moyen qui est supérieur de 30% par rapport aux autres utilisateurs. Donc les grandes enseignes ont bien compris l'intérêt de ce club Rakuten, et donc là où Rakuten va donner en générosité, en cashback à tous les acheteurs sur la plateforme, les vendeurs des enseignes ont décidé de pouvoir abonder cette générosité, et donc en proposant des promotions grâce à ces Rakuten points, donc qui est très liquide, hein, c'est très très pécunier, où on va pouvoir donner de l'argent à nos utilisateurs dans ces périodes qui sont toujours un petit peu compliquées, où il faut un sou est un sou. Voilà. Tu redonnes du pouvoir d'achat. Un petit peu. Alors c'est jusqu'à 20%. On fait de notre mieux, mais des fois on va pousser à 25-30%. Mais oui, c'est ça, tout à fait. Significatif. Patrice, si on revient sur la question de la mesure, j'imagine que Google partage des données avec les enseignes lorsqu'elles opèrent sur Google My Business ou d'autres dispositifs chez eux. Ouais, c'est ça. Il y a trois gros indicateurs en fait à suivre. Le premier, c'est un indicateur de visibilité. C'est combien de fois mes fiches de magasins vont apparaître justement en avant face à ma concurrence et d'autres acteurs. Donc c'est vraiment l'affichage quand on fait une recherche, par exemple, de magasin d'électroménager ou acheter une machine à laver. Voilà. Est-ce qu'on apparaît sur ces requêtes-là? Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est vraiment les parties de call to action, d'interaction. Donc, combien de clics j'ai sur mes fiches? Donc, mes clics, ça va être clic vers le site web, demande itinéraire et appel téléphonique. Et enfin, le troisième point, c'est l'indicateur d'e-réputation, c'est-à-dire connaître la note moyenne de l'ensemble de ces magasins en France, suivre son évolution, suivre le taux de traitement vos avis. Est-ce que vous répondez à 10, 50 ou 100% de vos avis? Si oui, en combien de temps les réponses tombent? Est-ce que vous répondez en moyenne en une semaine ou en 6 mois? Et enfin, des analyses aussi par thématique. Donc, vous êtes capable de dire, voilà, à chaque fois que le mot prix, livraison ou SAV est cité, voilà ma note moyenne. Comment a-t-elle évolué?
quelles sont les régions, magasins problématiques pour que je puisse apporter des actions correctrices. Ok. Alors, je vois que le temps passe et que les questions commencent à s'accumuler. On va peut-être, avant le mot de la fin, peut-être prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines d'entre elles. Il y avait une question sur les technologies, notamment autour du beacon. Est-ce que c'est réellement déployé aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous voyez notamment chez Bonial comme bénéfices et inconvénients autour de technologies comme beacon, les SDK, le geofencing? Alors c'est assez technique, mais voilà, tout ce qui est les technologies autour de la mesure, quels bénéfices et quels inconvénients vois-tu, Laurent, aujourd'hui? Ouais, d'abord, je vois un vrai bénéfice à s'y intéresser quand on est un distributeur, quel que soit le protocole qu'on choisisse. On y reviendra juste après, mais à s'y intéresser profondément et à comment dire ça, et à essayer de faire correspondre à ces critères de business les indicateurs qu'on va élire. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez Picard et Ikea, une visite de 3 minutes dans un magasin, elle est trop longue chez Picard et évidemment beaucoup trop courte chez Ikea. Et donc, si on n'essaye pas de s'approprier ces éléments pour les faire correspondre à la structure de son business, il y a des chances qu'on passe à côté d'une mine d'informations. Donc, il faut d'abord effectivement commencer à s'intéresser en profondeur à ces protocoles. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Alors, les beacons, oui, j'allais dire, c'est très précis puisque vous avez une localisation qui est au mètre près. Et donc, vous allez presque pouvoir vous intéresser à la manière dont les consommateurs circulent au sein d'un magasin. Si c'est un grand magasin et que vous avez mis des beacons à plusieurs endroits. Donc ça, c'est pour les avantages. Évidemment, pour les inconvénients, vous avez un peu de logistique. Il faut installer ces fameux boîtiers. C'est rapide et c'est pas très coûteux. Mais enfin, il faut quand même s'en occuper. Et puis, de l'autre côté, vous avez le SDK, donc le geofencing, qui, lui, ne demande pas d'installation particulière en magasin, mais qui est, j'allais dire, moins précis pour ce qui est de la localisation de l'utilisateur et qui, soyons clairs, nécessite, l'autre aussi d'ailleurs, mais nécessite un opt-in de la part des consommateurs et sur lesquels les opérateurs, donc Android et iOS, sont de plus en plus frileux à remonter les informations de localisation de leurs utilisateurs. On sent bien que la privacy est en train d'avancer très fort dans les préoccupations des consommateurs et donc sans surprise de ceux qui essayent d'équiper ces utilisateurs, à savoir les vendeurs de téléphones et d'operating system. Donc voilà, pour moi, le message, c'est il faut s'intéresser à ces dispositifs. Il y a 1 milliard de choses à comprendre et à apprendre du comportement d'achat des consommateurs et de l'efficacité de ces investissements en marketing digital notamment. C'est très clair. Une autre question, donc plus sur le click and collect chez Rakuten. Est-ce qu'il y a des restrictions concernant les commerçants qui ont accès, j'imagine peut-être en termes de taille de réseau ou typologie de produits, Mathieu, est-ce qu'il y a des contraintes particulières pour un commerçant qui souhaite rejoindre Rakuten? La seule contrainte, c'est l'envie de mettre en place cet outil. Donc ça va être assez rapide à faire sauter comme contrainte. En gros, aujourd'hui, nous avons plusieurs systèmes de disponibles, mais activer la géolocalisation de chacun de ces magasins ou de son simple point de retrait, parce que il n'y a pas que les grandes enseignes, il y a aussi des TPE, PME que l'on peut adresser avec le click and collect. C'est une fonctionnalité qui est très très simple à mettre en place, qui est un peu plus compliquée quand on a un réseau de magasins et typiquement quand on parle avec des enseignes qui ont 200, 300, 400 points de vente comme des Micromania, des Cash Converters, Decathlon, etc. Ça prend un peu plus de temps en termes de développement, mais c'est une solution qui n'a aucune restriction. Et d'ailleurs, le coût est exactement le même, que ce soit une vente à distance ou une vente en magasin. Nous, notre intérêt, c'est de ramener des visiteurs, que ce soit pour des ventes online, mais aussi pour des ventes offline. Donc, c'est sensiblement la même chose. Très bien. Question sur Google. Donc, Patrice, je te laisserai commencer, puis je prendrai la suite. Quelles sont les étapes pour optimiser sa présence sur Google My Business quand je suis une enseigne? Par où commencer pour avoir justement mon catalogue et toutes ces informations en ligne et à jour? Ouais, c'est une bonne question. En fait, la toute première chose, c'est de mener un audit et de savoir si bien l'intégralité de vos magasins est bien référencée sur Google. Nous, on remarque, et c'est assez dingue, c'est que en moyenne, il y a parfois 30%
du parc qui n'est pas référencé. Donc quand vous avez des centaines ou des milliers d'établissements, bah, c'est énorme, c'est comme tout ce chiffre en moins. Donc étape 1, audit. Ensuite, créer toutes les fiches manquantes de vos magasins. En 2, cleaner les données parce que trop souvent les adresses ne sont pas les bonnes, les numéros ne sont pas les bons, il manque les liens des sites web. Voilà, remplir toute l'information et mettre de l'information correcte et à jour. Et après, il y a plein de phases d'optimisation, comme renseigner ce qu'on appelle les catégories. Donc les catégories, c'est par exemple pour un Leroy Merlin de dire un magasin de bricolage, magasin d'électroménager, etc. C'est tous les mots-clés qui seront utilisés par les internautes pour vous trouver. Les attributs, c'est les attributs de click and collect, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est aussi de répondre aux avis, de publier des Google Posts pour afficher des promotions. Voilà, c'est plus vous allez utiliser les fonctionnalités, plus vous allez mettre à jour vos informations, et c'est ça qui vous fera, mais vraiment considérablement, apparaître dans les meilleurs résultats de Google. Ouais, ce qu'on voit, en tout cas sur la donnée produit, il y a vraiment cette notion de mise à jour qui est extrêmement importante. Bien entendu, il faut envoyer ce qu'on appelle les données froides qui vont être sur les produits, les photos, le nom du produit, sa catégorie ou autre. Mais il y a un énorme enjeu sur tout ce qui est données chaudes, donc vraiment les données de stock, les données de prix qui varient très fortement et qu'il faut pousser le plus régulièrement possible à Google justement pour qu'il n'y ait pas de décalage entre ce qui est affiché dans Google et ce qui va être affiché sur le site et donc ne pas décevoir au maximum les utilisateurs potentiels. Et donc il y a un vrai travail technique qu'on fait en amont sur cette collecte de données, souvent sur des systèmes d'information qui peuvent être anciens, là où Google va demander des technologies plus modernes. Donc nous, on va vraiment faire le lien entre cette disparité d'attente et de technologie pour pouvoir justement avoir cette expérience la plus optimale possible lorsqu'un utilisateur arrive sur une fiche Google ou fait une recherche sur Google pour avoir vraiment la bonne information recherchée. On parlait juste tout à l'heure d'opt-in dans tout ce qui était tracking, opt-in, opt-out. Il y a une question sur le média boîte aux lettres, donc le papier. Peut-être Laurent, toi, tu auras un avis sur le sujet, mais est-ce qu'on voit une logique d'opt-in arriver sur la boîte aux lettres? Donc le fait de devoir donner son accord pour pouvoir recevoir un prospectus papier. Ouais, on la voit arriver d'assez près et en fait assez vite parce qu'il y a en ce moment même à l'Assemblée nationale un projet de loi qui s'appelle Climat et résilience, qui est une émanation de la Convention citoyenne pour le climat, qui est en train d'être débattue. Et parmi les articles et les mesures figure le WePub. Donc le WePub, ça n'est rien d'autre que ça, c'est l'opt-in boîte aux lettres. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous ne mettez pas un autocollant Stop Pub sur la boîte aux lettres, eh bien vous recevez par défaut tous les prospectus, tous les catalogues des magasins des environs qui ont envie de vous les envoyer, qui plaît à la majorité des Français, il faut le dire. Sinon, ils mettraient sans doute un autocollant Stop Pub. On est à 30% des boîtes aux lettres qui ont un autocollant Stop Pub aujourd'hui. C'est une étude qu'on a fait ces dernières semaines avec OpinionWay. On était à 18% il y a 5 ans. Donc, vous voyez qu'en 5 ans, ça a quand même progressé très fort. Il y a une vraie tendance. D'abord, il y a une prise de conscience écologique très forte chez les consommateurs qui voient bien que ces prospectus papier qui sont pas toujours lus, qui finissent dans la poubelle à côté du mur de boîte aux lettres, c'est quand même pas super clean. Et puis, il y a aussi une notion de privacy qui est très forte. Aujourd'hui, le GDPR qu'on connaît tous sur le smartphone, qui consiste sauf à ce que j'ai donné mon avis, mon consentement de manière explicite, on ne peut pas m'envoyer de publicité. C'est devenu une forme de standard. C'est-à-dire que les consommateurs s'attendent par défaut à ce que ça fonctionne comme ça. Et donc, ça leur semble assez cohérent que ça puisse également fonctionner comme cela sur la boîte aux lettres. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce WePub où la démarche serait inversée. Sauf à ce que vous apposiez cet autocollant WePub, eh bien, vous ne pourriez plus recevoir de prospectus en boîte aux lettres. Toujours, selon les enseignements de cette étude qui est disponible sur le site corporate de Bonial, 75% des Français sont favorables à cette mesure. Voilà. Alors ensuite, vous avez encore 50% des Français qui vous disent qu'ils apposeraient cet autocollant WePub, donc ils seraient d'accord pour recevoir les prospectus. Donc ça ne veut pas dire que c'est la fin des prospectus et que plus personne n'aime ça. Non, il y a énormément de Français pour lesquels ces prospectus sont très utiles, mais il y a effectivement une prise de conscience environnementale. Et puis voilà, le client il vote avec ses pieds, et donc il est sensible aux initiatives que prennent les distributeurs pour essayer de digitaliser leur mix marketing et faire en sorte, ce faisant, d'être un peu plus responsable, respectueux des consommateurs et respectueux de la planète également. Le client plus que jamais roi. C'est une bonne conclusion. Je vois qu'on arrive à la fin de cette session. Peut-être un dernier mot, Mathieu, Patrice, Laurent, pour conclure cette session, le Drive to Store en 2021. Alors.
plus que jamais. Le Drive to Store plus que jamais, parce que nous signons de plus en plus de partenariats avec des enseignes qui ont besoin d'avoir du trafic, que ce soit en magasin quand ils sont ouverts, mais aussi du trafic de retrait pour les produits, parce qu'ils doivent adresser quand même leur clientèle. Le click and collect, c'est de la facilité pour l'utilisateur, mais c'est aussi une réduction de coûts assez importante quand même au niveau logistique pour tous ces distributeurs. Donc plus que jamais le Drive to Store, bien sûr. Patrice? Ouais, moi ce que je veux dire, c'est surtout cette éclaircie qu'on a heureusement dans cette crise. Nous, on a vu des chiffres incroyables sur le digital. En fait, toutes ces marques, ces entreprises qui ont pris conscience de l'importance de la digitalisation, d'être présents en ligne. Certains qui ont créé leur site e-commerce, certains qui ont mis en place des systèmes de livraison de Drive et qui montrent que malgré tout, on a réussi à se retourner entre des alternatives. Et on a vu des statistiques, enfin en plein boom, on a vu des stats de plus 40% d'interaction sur Google par rapport à 2019. Donc en gros, on a vu une croissance phénoménale et une prise de conscience géniale qui est finalement des fondations produites maintenant pour les années à venir. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Laurent, j'imagine que tu partages cet optimisme. Non, tout à fait. Cette crise sanitaire et économique a été un formidable accélérateur. Il y a énormément de consommateurs, d'utilisateurs qui n'étaient pas digitalisés. On l'a vu avec le Drive, hein. Faire ses courses alimentaires en ligne, c'était 5% de part de marché avant le Covid. Ça doit peut-être pas, c'était 7 ou 8, mais on a dépassé les 10%. Voilà, il y a plein de gens qui se disaient c'est pas pour moi, et puis qui, forcés contraints, ont essayé, ont trouvé ça super, sont picousés et reviendront plus en arrière. Et je pense qu'il y a beaucoup d'usages qui ont bénéficié de cette crise, et du coup des distributeurs qui de plus en plus accélèrent pour être raccord et ISO avec les usages qui progressent. Donc ouais, Drive to Store, je pense qu'on en entendra encore parler en 2021 et pas que. Non, c'est clairement ce qu'on voit. C'est passé de l'exception à la norme. On le voit à travers l'Europe, toutes les enseignes accélérer sur le sujet. Donc, je pense que le futur, en tout cas dans cet environnement-là, semble prometteur pour les enseignes et le digital. Écoutez, je vois que l'heure est parfaitement couverte. On a tenu le timing. Je tenais vraiment à vous remercier pour cet échange. C'était extrêmement intéressant. Je vois qu'il y a encore quelques questions. N'hésitez pas à nous contacter directement. Vous trouverez les profils de Laurent, Mathieu, Patrice et moi-même facilement sur LinkedIn. De toute façon, WebIKEO et LSA partageront le replay de ce webinar. Et nous sommes bien entendu plus que disponibles pour répondre à toutes ces questions et vous accompagner sur ces grands enjeux que sont le Web to Store, Web Drive to Store et autres d'utilisation du catalogue. Excellente fin d'après-midi. Merci à vous en tout cas. Merci. Beaucoup, les amis. Merci. Au plaisir. À tous. Merci. Au revoir.